Bonjour à tous, donc aujourd'hui topo sur les vertiges aux urgences. Je fais ce topo commenté initialement pour les collègues parisiens de Saint-Antoine qui m'ont invité pour parler de ça chez eux. Merci encore à Pierre Clément pour l'invitation et l'organisation de tout ça. C'est un topo qui est assez long pour un topo de la chaîne. Je vais essayer de condenser un petit peu les messages pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. C'est parti. La grande question qui fait peur sur la prise en charge du patient vertigineux, c'est est-ce que son vertige ne serait pas d'origine centrale? Et c'est un petit peu avec cette question et cette problématique qu'on peut faire des examens parfois inappropriés. Globalement, le top 3 des vertiges qu'on va voir aux urgences, c'est en numéro 1, le plus fréquent, c'est le VPPB. En numéro 2, c'est la névrite vestibulaire en chef de file des vertiges périphériques. Et puis en 3, c'est l'AVC en chef de file des vertiges de résine centrale. Première étape, là c'est un petit truc que j'ai repris qui aide à faire la part des choses. C'est on regarde si l'histoire globale de l'examen suggérait peut-être une autre cause médicale globale, ce qu'on va appeler un faux vertige, je vais y venir. On s'assure quand même qu'il n'y ait pas de nystagmus, qu'il n'y ait pas de dysmétrie et que le patient puisse tenir assis sans souci. Et ben dans ce contexte-là, c'est cette case, la case des faux vertiges, où le vertige va facilement être un symptôme décrit par le patient, de se dire je me suis senti vertigineux, et en fait c'est plus des symptômes aspécifiques, manifestations souvent lipothymiques, vagales, d'hypoglycémie, d'hypotension orthostatique, d'anémie, de poussée hypertensive, peu importe, mais c'est pas, on ne parle pas des vertiges. Ensuite, on reprend par ici, et puis la question c'est est-ce que le patient a un vertige qui est présent en cours? Non. Et si c'est pas le cas, est-ce que je peux le déclencher? Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va parler des VPPB. Je passe sur la physiopathologie, globalement, hein, c'est des lithiases de nos canaux semi-circulaires le plus souvent du canal postérieur. Notre diagnostic, souvent l'interrogatoire, il est assez caractéristique. On a un vertige qui est d'allure rotatoire intense, qui est d'apparition brutale, mais qui reste bref, et après un changement de position de la tête. Il n'y a pas de signe cochléaire, donc pas de signe auditif, et par contre il y a des signes neurovégétatifs qui peuvent être intenses lors de la crise. Typiquement c'est des patients entre 40 et 70 ans et plutôt féminins. Cliniquement, en dehors de la grande crise, l'examen il est normal. Le patient peut juste décrire un fond de sentiment de ne pas se sentir bien. Il y a surtout de l'appréhension de la mobilisation et de déclenchement de la crise. Et il peut y avoir un fond nauséeux global, mais pas de franc vertige quand le patient est hors crise au repos. S'il est en crise après avoir fait une mobilisation particulière, il ne sera pas facilement examinable tellement il ne sera pas bien. Le test diagnostic, c'est le Dix-Solpaik. On ne peut pas faire de confirmation et de diagnostic de VPPB si on n'a pas fait de test diagnostic comme le Dix-Solpaik. Comment ça se présente? On assoit le patient, on lui demande de tourner la tête sur le côté, et puis il s'allonge pour maintenir sa tête. Il faut que le cervical soit avec une petite hyperextension. Donc soit on pose quelque chose sous les épaules du patient, soit on met la tête plus en amont du brancard pour qu'on lui tenant la tête. C'est positif si on a ce type de nystagmus typiquement plutôt vertical, torsionnel. On peut avoir d'autres réponses de nystagmus comme c'est présenté là. Je ne rentre pas dans le détail parce que ça peut orienter vers d'autres types d'atteinte, excusez-moi. This maneuver should be repeated several times to document for fatigability. When performing this maneuver, another individual can help. C'est le plus souvent Please note that feeling canal dizzy but postérieur without nystagmus is not considered diagnostic for BPPB. Eye twitching must be present for BPPB to be. À plus de 80-90% des cas, c'est canal postérieur, donc on va se concentrer là-dessus dans cette vidéo. Pour rappel, l'examen du VPPB hors crise est normal. Donc si le patient a un nystagmus spontané, clairement ça ne sert à rien de lui faire un Dix-Solpaik parce que le diagnostic n'est pas un VPPB. Si par contre l'examen confirme le VPPB grâce au Dix-Solpaik, le traitement c'est la manœuvre de réduction qui va soulager le patient dans plus de 80% des cas, et c'est tout. On peut bien sûr mettre un petit traitement symptomatique
associés, mais il n'y a pas d'autre prise en charge à faire. The Epley maneuver is Concrètement, performed comment to ça se treat this passe? posterior canal Le patient, BPPV by trying to get the loose crystal out of the canal. Dixolpike qui a This confirmé les maneuver is choses. started by turning the head 45 degrees and the body laid back such that the Quand head is extended about 20 to 30 le degrees. Dixolpike a confirmé, If BPPV on a un is present, nystagmus qui eye est twitching présent, called et nystagmus will la occur. manœuvre c'est de retourner le After patient 30 to 60 progressivement de l'autre seconds, côté. the head is turned at Donc là, 90 degrees to c'est the opposite positif, side on and attend held que le for another patient 30 to 60 se calme, seconds. 30 The head secondes, is une then minute, further une fois que les rotated another 90 degrees, vertiges sont accomplished passés, by ils having the tournent gentiment la patient tête turn de l'autre onto côté, their c'est pas side, censé which is then redéclencher held un for vertige. another 30 to 60 On attend seconds. 30 secondes, une At this minute, point, the puis on head se should be tourne turned encore un petit 45 peu. degrees from the L'idée est de horizontal. finir la tête dirigée When vers le bas, performing peu this importe si on le fait en maneuver, 2 another étapes comme là individual ou en can 3 help with étapes these en fonction position de comment le changes. patient arrive à se The mobiliser. maneuver is then completed by having the patient Le sit pourquoi up. de cette rotation, So ça what's arrive going sur la on with vidéo. these position Donc la dernière étape, on changes? assoit le patient, Essentially, idéalement the tête un petit peu head is vers le moved bas. in such a way to Puis la vidéo manipulate montre the en fait crystal to concrètement fall ce qui se towards passe, the c'est que canal opening. avec la With rotation each position de change, la it tête du takes about patient 30 au fur to et à 60 mesure, seconds for the crystal to settle les into the most ischias arrivent dependent à position trouver in le the chemin canal. de la sortie If turns du are canal made before the crystal has a chance pour que to le settle, patient the puisse crystal être may libéré. fall back the wrong L'idée, way c'est and the que maneuver will l'avantage de cette fail. manœuvre-là, c'est que le patient peut It's faire en also autonomie. important that Il the faut head vraiment lui positions are apprendre à angled le faire correctly quand or on est en else train the de le faire crystal will avec not lui, settle to the pour correct qu'il puisse le position in the refaire en canal autonomie and the à maneuver la will maison, fail. puisqu'on sait que la Also, répétition if the position de la changes are manœuvre de done réduction too va slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of les chances de momentum and the réussite maneuver will et also de fail. l'évolution favorable des symptômes. Once the crystal L'étape d'après, c'est que est-ce que le patient est toujours en crise? Eh ben oui, eh ben ça va être là la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait de ces patients en crise qui sont en syndrome vestibulaire aigu? Et c'est quoi ce syndrome vestibulaire aigu concrètement? Eh bien c'est un vertige qui est en cours actuellement avec un nystagmus spontané. Et attention, dans le syndrome vestibulaire aigu, eh ben, la sensation de vertige elle est aggravée au changement de position. Donc c'est pas parce qu'un vertige il est plus intense quand on change de position que c'est un VPPB. Attention à ces diagnostics de VPPB par excès parce que c'est pire quand on bouge. Tous les vertiges sont pires à la mobilisation. Facilement il y a des syndromes neurovégétatifs associés. Et donc ce syndrome vestibulaire aigu, eh ben, très souvent c'est périphérique, c'est une névrite vestibulaire et parfois c'est un AVC. Et je dis parfois et par contre c'est même très rare que ce soit un AVC, s'il n'y a que des syndromes vertigineux, ça existe, on va pouvoir faire la part des choses avec ça, mais ça reste très rare. Ce qui va nous orienter vers un AVC à l'interrogatoire, eh ben, il y a plein de petites choses, mais ce n'est pas très spécifique. On va retenir la règle des D, donc ça fait qu'il y a des symptômes neurologiques, la diplopie, la dysarthrie, la dysphagie, la dysphonie, et puis la disproportion, on va y revenir, c'est-à-dire qu'il y a une disproportion entre la plainte vertige, qui n'est pas forcément très intense spontanément, et par contre les troubles de la marche ou les troubles de l'équilibre qui sont associés. Bien sûr, s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, ça va être également assez orientant. Et puis cliniquement, ce qui va nous orienter vers un AVC, évidemment, c'est des signes neurologiques focaux, sachant qu'ils peuvent être discrets. Donc des fois, c'est très sensible ce qu'il peut y avoir, ça peut être très discret, et donc il faut être très précis dans notre examen neurologique, et notamment aller gérer sur des petits signes de l'asymétrie du voile du palais. Ça a été décrit que ça pouvait être des signes isolés associés à du vertige, donc il faut vraiment rechercher les choses finement. Et puis quelque chose qui est très important, c'est l'incapacité à marcher ou à tenir en équilibre sans aide. On sait que plus les troubles de l'équilibre sont intenses, plus l'orientation vers l'AVC est importante. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Ça correspond à une ataxie à la marche et c'est plus franc et plus concret dans l'orientation que, en tout cas plus sensible que des signes d'ataxie périphérique avec le doigt-nez ou le talon-genou par exemple. Ce qui va orienter vers la névrite vestibulaire à l'interrogatoire, je vous laisse regarder, mais c'est des choses qui sont très aspécifiques et donc c'est pas très rentable comme élément. Avec l'examen de ces choses-là, est-ce que l'AVC, la névrite, ça peut ressembler exactement à la même chose? Eh ben oui, donc il nous faut autre chose. Et cette autre chose, c'est l'examen INS. INS, c'est un acronyme pour Head Impulse, Nystagmus,
test of skew. On va décomposer tout ça. Ce INS, c'est quelque chose qui est démontré maintenant depuis une quinzaine d'années. Ça avait fait un super papier en 2009 dans Stroke. Et puis depuis, il y avait plein de publications sur le sujet qui vont globalement dans le même sens pour montrer la robustesse et l'intérêt majeur de ce INS. Et donc ce que ça dit globalement, c'est que le INS, il est supérieur à l'IRM dans les 24-48 premières heures de l'apparition des vertiges pour montrer ou non l'origine centrale. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. On n'a quand même pas beaucoup de choses à notre disposition en termes d'examens cliniques qui vont faire mieux que des examens complémentaires de pointe. Et c'est le cas pour le vertige grâce au INS. Et ça, c'est quand même vraiment chouette. On pourrait se dire, attention, oui, c'est peut-être le INS, c'est peut-être démontré pour les gens qui savent faire, pour les ORL, qui ont tout à leur disposition, qui ont l'habitude, etc. Et ben non, il y a des choses récentes qui nous montrent que le INS fait par des non-spécialistes, par des urgentistes, et ben on fait aussi bien que le INS réalisé par des ORL et des spécialistes des vertiges. Alors attention, le INS, il faut sélectionner nos patients. Le INS, il sert seulement pour les gens qui sont en syndrome vestibulaire aigu, donc qui ont un vertige en cours et qui ont un nystagmus associé. Pas pour les autres, on va y revenir. Comment on évalue tout ça? D'abord, le nystagmus. On rappelle, sa définition, c'est la secousse rapide qui définit le sens du nystagmus. Ça s'observe dans le regard de face et dans les regards latéraux. Attention, dans les regards extrêmes, il y a un nystagmus physiologique, mais il est non persistant. Il s'épuise naturellement. Mais si vous êtes surpris par un nystagmus dans les extrémités, c'est assez classique. Et puis il faut idéalement éviter la fixation oculaire, idéalement avec des lunettes spécifiques, telles des lunettes de Frenzel ou apparentées, ou au moins faire regarder un mur blanc vague où il n'y a pas trop de fixation oculaire possible. Et donc ce nystagmus, celui qui va orienter vers une cause périphérique, c'est un nystagmus qui va être unilatéral et qui va s'aggraver dans le sens du nystagmus. C'est-à-dire que si c'est un nystagmus droit, il va s'aggraver dans le regard à droite et plutôt diminuer dans le regard à gauche. Il va être mieux vu sans fixation oculaire. Donc si on rate entre guillemets un nystagmus à cause d'une fixation oculaire, ça reste un nystagmus périphérique, donc rien d'alarmant. Et puis il va être horizontal pur ou horizonto-rotatoire avec une petite composante rotatoire dans le mouvement, mais en tout cas ça reste globalement horizontal. Ensuite, le nystagmus qui va orienter vers une cause centrale, ça va être un nystagmus multidirectionnel, c'est-à-dire un gaze nystagmus. Un nystagmus c'est-à-dire qui va battre à droite dans le regard à droite et battre à gauche dans le regard à gauche. Également, s'il est vertical, que ce soit vers le haut ou vers le bas, c'est une orientation vers une cause centrale très claire. Concrètement, on regarde ce qui se passe là. On a un patient, il regarde à gauche, ça bat à gauche. Au milieu, ça bat toujours un petit peu à gauche, mais un petit peu moins. Et quand il regarde à droite, ça bat encore sur la gauche. Autre chose, à nouveau, petit nystagmus gauche dans le regard médian. Ça augmente dans le regard à gauche. Et il est présent. On voit mieux la petite composante rotatoire, mais diminuée dans ce regard à droite. Ensuite, une autre patiente. Nystagmus qui bat à droite dans ce regard à droite. Et ça bat à gauche dans le regard à gauche. Donc ça, plutôt central, gaze nystagmus. Autre patiente. Ça bat à gauche dans le regard à gauche. Ça bat à droite dans le regard à droite. Central également.
Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le test of skew. C'est un cover test pour rechercher une saccade de refixation verticale. S'il y a une présence de saccade, c'est que c'est une orientation vers une cause centrale. Concrètement, comment on fait? On va faire un test de recouvrement d'un œil puis de l'autre œil. L'idée, c'est de fixer son regard vers l'œil qu'on vient de découvrir. On se met devant le patient, idéalement avec une lumière associée pour qu'on puisse s'aider du reflet pupillaire. Et puis, on demande au patient de regarder la lumière, regarder notre nez. Et si quand on enlève la main, on voit une saccade de refixation verticale, le test est positif et rentre vers une cause centrale. Je vous mets une vidéo. On va regarder notamment son œil ici, son œil droit. Vous voyez, on enlève le... Hop, l'œil monte. On recommence. Hop, l'œil monte. Il faut vraiment que notre regard à nous soit attiré vers l'œil où on vient d'enlever le recouvrement. Là, on enlève notre main pour voir si l'œil a une saccade de refixation. Je vous laisserai remettre la vidéo si vous voulez les voir à nouveau plus en détail. Ensuite, le head impulse, on va faire une saccade de la tête en prenant la tête entre les mains, entre nos mains, et on va éloigner la tête du patient avec une rotation et on va rechercher une saccade de correctrice des yeux. C'est-à-dire que si les yeux se font emmener entre guillemets par la rotation de la tête, puis qui refixe secondairement notre nez au milieu, et ben c'est que le test est anormal. Attention, c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner les gens à qui on fait le INS et notamment ce Head Impulse, appelé également test d'Al-Maghi, puisque ce test il va être anormal, c'est-à-dire qu'il va y avoir une saccade quand la cause est périphérique. Par contre, si le test est normal, ça va orienter vers une cause centrale. Donc évidemment, si on le fait chez quelqu'un qui n'a pas de vertige, le test va être normal. C'est pas pour ça qu'il est en train de faire un AVC de la fosse postérieure. Donc il faut bien faire ce test chez des patients qui sont avec des vertiges en cours, avec un nystagmus qui est présent, puisque sinon on risque d'interpréter des choses centrales alors que c'est juste que le patient était mal sélectionné. Je vais vous mettre des vidéos. Là, c'était très fin. Là, il ne se passe rien. On le refait, on va mieux voir. Tac. On voit ces petits mouvements des yeux, tac, qui récupèrent le pointe du stylo. Les yeux se font emmener sur la gauche du patient et rattrapent secondairement le point de fixation du stylo. Et donc, il y a cette saccade. Si cette saccade est présente, c'est orientant vers une cause périphérique. Donc là, on a à nouveau une patiente qui est très vertigineuse. Et là, elle a tellement du mal à fixer qu'on voit presque peu une saccade. De ce côté-là, ça va. C'est quand on l'emmène de l'autre côté, les yeux sont pas revenus. On est là. Ah oui, on est là. Donc c'est tellement important que c'est une grosse saccade. Vous voyez? De ce côté-là, ça va. De ce côté-là, elle se fait emmener, hop là, et ça récupère secondairement. Et c'est même spécialement lent, là, souvent, c'est plus classique comme on l'a vu jusqu'avant. Ça fait une petite saccade rapide. Là, vraiment, les yeux se font emmener, elle est complètement perdue, elle raccroche secondairement. Je vous mets d'autres vidéos. Another one, again, when his head is moved to the left this time, sorry, to the right, then you have an abnormal head impulse. This is actually normal, just a few beats of nystagmus. One more time to the right, which is abnormal. Nystagmus spontané qui n'aide pas l'analyse. There's a catch-up saccade. He almost did earlier with the direction changing nystagmus. On voit que les yeux se font emmener sur la droite du patient et reviennent secondairement. Which is worrisome because she has a deep vertigo and nystagmus. We can't find a nerve problem, so she probably has a brain problem. Et par contre, avec les mouvements de la tête, on voit que elle lâche pas le combat. La fixation, elle reste parfaitement sur la cible et on voit pas de saccade alors que le nystagmus était important. Elle, clairement, cette dame, c'est en faveur d'une cause centrale. Concrètement, avec tout ça, si on a un patient en syndrome vestibulaire aigu, il faut faire le INS. S'il y a un seul des éléments du INS qui est en faveur d'une cause centrale, on va s'orienter vers cette cause centrale. Si par contre tous les éléments sont en faveur d'une cause périphérique, on va s'orienter vers une cause
périphérique évidemment. On rajoute un élément, c'est des choses qui sont plus récentes sur le vertige et le INS, c'est le INS+, c'est-à-dire qu'en plus du INS standard, on va rajouter un test auditif qu'on va faire simplement en secouant nos doigts près de l'oreille du patient de manière bilatérale et comparative. On va demander au patient s'il entend bien pareil des deux côtés et s'il n'y a pas d'un côté qu'une hypoacousie qui serait toute récente. S'il y a ça, c'est que possiblement on a un AVC de l'artère labyrinthique qui peut être aussi dépendante de l'artère cérébelleuse inféro-postérieure. Et l'idée c'est que si ça fait un AVC de ces toutes petites artères qui justement vascularisent notre labyrinthe, et ben ça atteint l'équilibre et l'audition et que du coup cette atteinte étant l'atteinte de la structure périphérique, eh bien, la symptomatologie, elle peut ressembler à quelque chose de périphérique alors que le problématique n'est pas périphérique pur, mais bien un AVC tellement distal qu'il en devient périphérique pour la structure atteinte. Habituellement, les AVC qui font de syndrome vestibulaire aigu sont plutôt sur l'apica ou sur les perforantes basilaires, mais attention dans ce cas très précis, c'est très rare, mais on peut augmenter encore notre sensibilité entre centrale et périphérique grâce à ce INS+, avec le test auditif. Certains recommandent également le protocole standing. C'est un protocole qui reprend déjà ce qu'on a dit, mais qui rajoute un élément qu'on a déjà évoqué. On détaille ça. C'est est-ce qu'il y a un nystagmus? Si oui, eh bien, on fait nos éléments du INS qui sont globalement repris ici, qui vont déjà nous orienter entre du central ou du périphérique. S'il n'y a pas de nystagmus mais qu'on peut le déclencher, on est dans le cas des VPPB. Et puis si on ne voit pas de nystagmus, c'est rare mais ça peut arriver chez quelqu'un qui est en syndrome vestibulaire aigu, et ben la question à se poser c'est est-ce qu'il est capable de tenir debout et de marcher de façon autonome. On l'a évoqué tout à l'heure, plus l'ataxie et la marche est difficile, plus les choses vont s'orienter vers quelque chose de central. Et ben ce protocole standing reprend cette notion-là en disant il n'y a pas de quoi s'inquiéter de base sur cet élément-là, mais par contre s'il n'est pas capable de marcher, de tenir debout en autonomie, et ben on va quand même s'orienter à aller rechercher une cause centrale. Quand tous nos éléments sont en faveur d'une cause périphérique, eh bien on ne fait pas d'imagerie, on fait un traitement symptomatique, classiquement antinauséeux, tanganil. Certains auteurs préconisent une corticothérapie si on est dans les 2-3 premiers jours de l'apparition des vertiges. Si le rapport bénéfice-risque est en faveur en fonction du terrain, évidemment, ça peut faire du bien sur notre névrite vestibulaire. Et puis, on peut orienter les patients en externe vers l'ORL pour un suivi et des éventuels diagnostics d'autres vertiges périphériques. Si on n'est pas avec tous les éléments qui orientent vers une cause périphérique, c'est une autre histoire. Ça, c'est moi si on me dit il avait un vertige, un nystagmus, mais j'ai fait le scanner, c'est bon, tout va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est globalement le scanner pour diagnostiquer une cause centrale lors d'un syndrome vestibulaire aigu, c'est naze. C'est une sensibilité qui est à moins de 50%. Donc globalement, on a l'impression qu'on a fait le travail. Ça nous rassure parfois, ça peut rassurer le patient parce qu'il se dit on a fait une imagerie cérébrale, on n'a rien trouvé donc c'est rassurant, mais ça a très peu de valeur. Devant le patient, qu'on fasse un scanner ou qu'on fasse pile ou face pour se dire est-ce que c'est central ou périphérique avec le scanner, c'est la même chose. Donc là, il n'y a pas de place pour le scanner chez ces patients-là, attention. Donc, si on a des causes avec notre INS, avec notre standing pour une orientation centrale, l'imagerie c'est l'IRM. Okay, et même si l'IRM revient normal et qu'on est en phase initiale d'un vertige, il faut rester à se dire que ça peut être central puisque le INS est plus sensible que l'IRM à cette phase initiale. Donc vraiment, il faut faire confiance au INS, faire confiance à l'IRM évidemment, mais
même moins qu'au INS. Dans ce cas-là, le traitement sera le traitement étiologique en fonction de la cause centrale qui est retrouvée, et puis ce sera des patients qu'on va le plus souvent hospitaliser, évidemment. Et puis enfin, une dernière partie qui peut être le patient n'a plus de vertige et puis il n'est pas déclenchable non plus. Donc bien souvent, dans cette case-là, il y a beaucoup de migraines vestibulaires et puis il faut se poser la question aussi, est-ce que ce ne serait pas un AIT ? Là, c'est un petit peu difficile à répondre de manière claire. Ce qui va nous orienter, c'est à rechercher est-ce qu'il y a eu d'autres signes neurologiques associés au vertige lorsque le patient était vertigineux. On peut s'aider avec le score ABCD2, on peut s'aider avec ces éléments-là, mais ça reste délicat et difficile d'avoir de bonnes sensibilités. Jusqu'à preuve du contraire, on peut se dire que ça peut être un AVC, un AIT, plutôt bas risque. On va faire un scanner, là c'est adapté de faire un angioscanner à la recherche de lésions vasculaires qui sont à risque de récidive à court terme. Et puis si les patients, du coup avec ça c'est rassurant, qui rentrent à domicile, il est régulièrement proposé qu'on mette un anti-agrégant si les patients n'en ont pas déjà, qu'on fasse une IRM en externe avec une réévaluation en consultation neurologique. Enfin, je vous mets juste là la fichette de synthèse des recommandations américaines qui sont assez récentes. C'est GRASS3. Je vous laisse préciser, regarder tous ces points. Voilà, je fais le petit zoom pour que vous puissiez détailler ça en mettant pause, mais globalement, tous ces 15 points, c'est des choses qu'on vient d'évoquer ensemble. Voilà, ça reste une vidéo qui est un petit peu longue, mais qui reprend de manière le plus synthétique possible ces éléments pour qu'on n'ait pas peur de prendre en charge nos patients vertigineux, puisque grâce à tout ça, ça peut devenir très facile et très robuste comme prise en charge. À l'occasion, en fonction de qui reçoit cette vidéo, c'est ce qu'on a fait à Paris ensemble pour les Parisiens, les cas pratiques avec le logiciel de réalité virtuelle développé par le service d'ORL du CHU de Dijon, pour qu'on puisse examiner nos patients en réalité virtuelle, qu'on puisse faire les tests cliniques en bougeant la tête des patients, faire ces tests de poursuite oculaire, ces tests d'Almaghi, ce Head Impulse, pour apprendre à examiner correctement avec nos mains ces patients grâce au INS. Et puis à l'occasion pour ceux de Chalon, on récupérera le matériel pour faire des ateliers de manière régulière, je l'espère, aider également avec Guillaume qui est formé à tout ça. Merci à vous, merci encore aux Parisiens de leur invitation. Pour les autres, on se revoit bientôt pour un nouveau topo du lab. Ciao.